Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Il est exactement mardi et vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Nous sommes déjà à 22 heures passées de 15 minutes. Alors nous sommes ravis de vous avoir nombreux ce soir parce que je sais que vous êtes nombreux à nous écouter aujourd'hui. Rappelez-vous, avant de vous proposer l'émission sur comment préparer sa fin d'année, nous avions commencé à vous parler de la mystique du sexe. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette lancée. Mais avant, nous allons vous faire un rappel mémoire de ce qui a été dit l'an passé. Et plus tard, nous osons croire que cela va continuer. Et je ne suis pas seule, comme d'habitude. Je suis accompagnée du professeur Emmanuel Glipold. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Gat. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Alors, ce soir, on parle de la mystique du sexe. Oui, la mystique du sexe, on va décortiquer ça en des dimensions ou en des chapitres qui rappellent de novembre, les dernières semaines de novembre et le mois de décembre. Bon, les émissions qui avaient commencé où on traitait du sexe dans le sens mystique, donc disons métaphysique. Alors ce soir, nous revenons sur ça parce que nous pensons que mardi prochain, on va clôturer ce chapitre de la mystique du sexe pour passer à autre chose. D'accord. Donc nous vous demandons tout simplement de vous asseoir confortablement, autant pour moi, parce que nous allons passer 90 minutes ensemble, bien entendu, avec les chroniques que nous allons vous proposer. Et bien sûr, vous aviez la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran. N'oubliez surtout pas, nous ne prenons pas les appels à l'antenne. Les appels vont se faire soit après l'émission ou alors dans la semaine. Alors le train quitte la gare, le prochain arrêt c'est la première chronique spiritualité et spiritualité, la mystique du sexe, voilà, spiritualité, santé et occultisme, c'est la première partie. La mystique du sexe, spiritualité, santé et occultisme. Première partie. Nous vous invitons dans un phénomène d'un autre genre qui se veut totalement singulier, voire sacré, le sexe. C'est un mot qui a plusieurs significations, sinon qu'il est d'une très grande complexité, ce qui témoigne de pourquoi il ne laisse personne indifférente. La sexualité fait partie du domaine social d'un autre genre commun à tout le monde, dont les concepts religieux traditionnels et autres ont rendu tabou. A priori, on trouverait de l'excuse sur le tabou du sexe à cause de son côté sacré. Pour cela, le sexe est d'une portée quasi inexplicable, si bien que, pour le commun des mortels, on ne doit pas en parler n'importe comment en public, sans qu'on ne soit taxé de grossier. Pourtant, chacun de nous a un sexe, qu'il soit enfant, femme ou homme. On en fait usage sans en savoir grand-chose. C'est comme il arrive qu'une personne ait l'habitude de déplacer un véhicule, sans pourtant en savoir assez de choses sur la conduite, mais se vantant partout être un bon chauffeur. C'est de cette manière que la majorité des gens, bien que ne sachant pas que le sexe est un merveilleux phénomène, le prennent pour un jouet et font du n'importe quoi avec. Il va sans dire que derrière le sexe se cachent d'imaginables mystères. Il y a lieu de noter que le sexe et la spiritualité sont ce que serait dans la bouche, la langue et les dents. Métaphysiquement parlant, nous venons au monde par le sexe. Qu'en serait-il s'il faut passer par le sexe pour regagner le ciel, comme pilier du chemin spirituel de retour? Il est impératif à toute personne ayant atteint l'âge de maturité sexuelle, suivant les cas, se situant entre 12 et 14 ans mâle ou femelle, de savoir qu'il est nécessaire à tout un chacun de se mettre dans une formation qui consisterait à mieux utiliser son sexe. Il s'agit d'une formation qui semble-t-il n'existerait
qu'en sexologie expérimentale. Pourtant, une telle formation serait nécessaire à toute personne qui tient à se mettre en activité sexuelle. Autrement dit, chaque personne doit être à même de connaître à tout prix le fond de la chose sexuelle pour être à même de maîtriser tôt ou tard ses tenants et ses aboutissants. Alors, la mystique du sexe, professeur, pourquoi le sexe? C'est quoi le sexe? Alors, le sexe, c'est la porte qui s'ouvre au monde. C'est-à-dire, c'est à travers le sexe que nous venons dans ce monde, dont nous partons de quelque part pour nous retrouver dans notre monde. Si les biologistes expliquent le phénomène, ils expliquent que sur le plan physique, parce que là, on peut détecter de la prise de grossesse jusqu'à la naissance, le mécanisme de l'être humain, c'est-à-dire comment l'être humain arrive au monde. Mais cependant, ce n'est pas toutes les femmes ou tous les hommes qui réussissent dans l'activité sexuelle à obtenir un résultat du genre procréation. Alors maintenant, ce que l'être humain aurait eu comme passage de l'état embryonnaire lorsque le spermatozoïde prend corps avec l'ovaire jusqu'à l'état de fœtus, cheminant vers l'état de bébé lorsque la naissance est établie, parce que la naissance ne peut être établie que lorsque le soufflet de vie entre en contact avec le fœtus qui est hors du corps déjà. Alors à partir de ce moment, l'être humain naît grâce au sexe. Et là, l'activité sexuelle menée au cours de la période, que ce soit une seule fois, on a obtenu le résultat du bébé, quelques mois après, ou qu'on ait été avec sa partenaire ou son partenaire tout le temps, non pour renforcer quelque chose de tout, mais tout en étant toujours ensemble, durant toute la grossesse. On peut dire que c'est une porte qui s'est ouverte pour la personne qui, du moins, pour l'entité devenue un être vivant, perceptible, rendu personne, individu et tout ce qu'on sait. Alors maintenant, vouloir expliquer le sexe sous ce contexte-là, c'est comme pour dire que le sexe c'est juste pour procréer. Alors là, ça présente un autre aspect parce que d'abord, on peut se mettre en activité sexuelle pendant des années sans procréer et volontairement. Tout comme on peut vouloir procréer et tout faire avec son sexe, avec les deux sexes qui se rencontrent, même en allant avec des mécanismes qui sont mis en place aujourd'hui par la médecine classique, les in vitro et tout, sans toutefois avoir des bébés. Mais le sexe, lui, il sera toujours là. Alors donc, il y a donc derrière le sexe un phénomène incompréhensible et qui vaut la peine de parler du sexe comme quelque chose de mystique. Voilà. Alors, professeur, si le sexe n'est pas seulement le moyen par lequel on peut procréer, il est aussi quoi donc? Il est le moyen qui lie deux entités, deux personnes de nature, comme on peut dire, de sexe contraire, mais moi je ne dirais pas de sexe contraire, mais deux personnes d'entités, disons, différentes, dans le sens de ce que serait l'aimant du pôle positif et l'aimant du pôle négatif. Ici, nous sommes sur le plan du champ d'énergie électromagnétique. Alors, cette énergie qui est un champ magnétique qui attire deux corps de nature différente dans un sens ou dans un autre, c'est cela que serait le sexe. Parce que
on dirait que chez la femme, c'est le revers du sexe de l'homme. C'est-à-dire, le sexe de l'homme est une poche de l'intérieur vers l'extérieur. Mais une poche musclée pour pouvoir avoir la possibilité de se mettre en érection. Elle est une poche charnue, on peut le dire, alors que chez la femme, la poche s'est fait de l'extérieur vers l'intérieur. Ce qui fait donc que ça reçoit l'autre poche, mais qui va de l'intérieur vers l'extérieur, lui étant le contraire parce que partant de l'extérieur vers l'extérieur. Donc, en fait, c'est le renversement du sexe de l'homme. Chez la femme, c'est le renversement du sexe de l'homme, parce qu'au départ, avant qu'on ne soit en phase de dire que vous êtes du sexe féminin ou du sexe masculin, le sexe de tous les êtres humains partait sur la même base, la même forme. Et c'est en évoluant, le fœtus, c'est en évoluant que ça va prendre une autre forme chez la femme, pendant que ce serait une forme contraire chez l'homme. Alors, professeur, dans la chronique que nous avons suivie tout à l'heure, vous nous aviez parlé de la maturité sexuelle, je crois bien, 12 à 14 ans. Alors, est-ce à dire que c'est l'âge propice pour découvrir déjà le sexe contraire, ou alors l'âge propice pour, je ne sais pas, peut-être être formé par rapport à ce thème qui est le sexe? Bon, disons que on pense qu'à partir de cette première année, pour la fille, elle peut ne pas avoir la connaissance de son corps du point de vue à bien comprendre qu'est-ce qu'elle porte en elle comme organe, le sexe. Alors, de 1 à 8 ans, de même chez les garçons. Mais lorsqu'on prend la deuxième phase de 7 ans à 14 ans ou de 8 ans à 15 ans, à un moment donné, durant cette période, on commence à se rendre compte qu'on a le sexe. Parce qu'on peut même aller jusqu'à faire le jeu des enfants où on dit faisons les mamans, faisons les papas et mamans, où on peut évoluer à un plan où le début de la masturbation commence surtout les garçons. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose en soi et que biologiquement, des réactions commencent à s'imposer et à provoquer ce qu'on peut dire la préparation à l'activité sexuelle. Donc c'est à partir de là qu'on peut calculer la chose que je venais de décrire dans la chronique, que de 12 à 14 ans, certaines manifestations se produisent biologiquement, ou même à 14 ans, on peut avoir le début des spermatozoïdes, de sperme, pas forcément des spermatozoïdes, le début de sperme chez le petit garçon, et qui va rêver et de manière héroïque et va s'apercevoir pour la première fois qu'il y a un liquide qui coule de son sexe. C'est la même chose chez les femmes qui vont connaître leur menstruée à un moment donné et vont s'étonner, pas les filles d'aujourd'hui, mais d'avant, qu'elle s'est blessée mais sans avoir de douleur, parce que le sang a coulé quelque part sur une partie de son corps et elle s'aperçoit que cela a sali son slip, ou ça a sali quelque chose, son habit ou son lit, et aller crier vers sa maman qu'elle s'est blessée. Bon, et puis le phénomène qui se passe en ces temps-là, lorsque la fille ne sait pas quelle règle, ce phénomène fait en sorte que les règles de cette fille-là
se présente comme un remède. Je ne dis pas un médicament, mais je dis un remède. C'est-à-dire, si une personne a l'épilepsie, on lui fait boire les règles d'une jeune fille qui ignore que les règles. La personne guérit instantanément de son épilepsie. C'est-à-dire, s'arrête le mécanisme des crises épileptiques très rapidement. Alors, comme je n'ai pas essayé avec des filles qui règlent, sachant qu'elles règlent, je ne peux pas en prescrire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à quelqu'un de prendre les règles d'une jeune fille qui, pour la première fois, a vu ses règles en termes de remèdes dans le cadre de ce genre de pathologie. Résultat, il y a quelque chose, il y a un mystère qui se cache derrière le sexe, que ce soit du sexe de l'homme ou du sexe de la femme. C'est ce mystère-là que nous essayons de décrypter ce soir, parce qu'on ne va pas aller dans ça autrement, avec des mots et tout, pour parvenir à décrypter ce qui est d'un côté à sensation, où les gens qui sont en activité sexuelle ont des sensations indescriptibles de leur sexe. Alors, professeur, jusqu'à présent, vous nous aviez présenté le sexe comme étant d'abord la porte d'entrée dans le monde, mais aussi quelque chose qui apparaît sur nous avec ses revers selon qu'on est un homme ou une femme. Mais aujourd'hui, dans le commun des mortels pense que quand on parle de sexe, c'est égal à rapport sexuel. Alors, maintenant nous sommes en métaphysique. Est-ce que parler de sexe, puisque ce n'est pas procréation, est-ce que parler de sexe aujourd'hui en métaphysique, c'est égal à rapport sexuel comme on le pense d'habitude? Alors, du point de vue métaphysique, nous venons au monde par le sexe. Probablement, s'il faut donner la chance à ce que les gens aient des appréhensions, qu'ils aient à échanger entre eux des petits points de vue, chacun apportant son point de vue, je dirais probablement nous retournons vers le ciel, entre guillemets, par le sexe. Ça veut dire qu'avec la maîtrise du sexe, notre spiritualité peut nous élever jusqu'à atteindre la divinité, c'est-à-dire jusqu'à devenir des divins. Si l'homme peut parvenir à maîtriser le sexe, s'il ne prend pas le sexe comme quelque chose qui provoque des appétits psychiques ou des appétits, je ne sais pas comment, s'il prend le sexe comme la matière à communier avec l'autre, alors il y aura les possibilités à ce que l'homme découvre que le sexe est plus qu'un instrument de plaisir. Et là, on ne l'aura plus comme matière à dépravation, comme matière à divertissement, mais comme matière à s'élever. Et là, nous sommes en plein dans le domaine métaphysique. C'est-à-dire que en métaphysique, c'est tout ce qui permet à ce que l'homme soit affranchi, qui est enseigné, qui est valable. Alors, lorsque l'homme est affranchi, c'est là qu'il découvre qui il est. Comme disait Socrate, connais-toi toi-même, afin de connaître Dieu. On ne peut pas aller vers Dieu sans qu'on ne sache qui on est. Et connaître soi-même, c'est comprendre tous les phénomènes de sa vie, dans toutes les formes de dualité qui existent, que ce soit pourquoi on pleure, pourquoi on rit, pourquoi on dort, pourquoi on reste éveillé, c'est-à-dire le pourquoi de chaque chose. Parce que si vous voulez guérir l'insomnie, il faut d'abord savoir déjà pourquoi vous dormez, ou alors comment prendre le sommeil. Si vous voulez ne pas rester
toujours dans le sommeil, parce qu'il y a des gens, il est abattu par le sommeil, il a plus l'envie de dormir au cours d'une journée. De 24 heures, peut-être qu'il dormirait 20 heures, ça serait nécessaire pour qu'il se sente reposé, mais quelque temps après qu'il se réveille, pour les 4 autres heures, pour faire la journée de 24 heures, il sent encore comme s'il faille qu'il se couche encore, qu'il prenne le sommeil. Alors donc, il faut chercher à comprendre, pour comprendre son corps dans toute sa totalité, dans toute sa dimension, et là, c'est à partir de là qu'on est en plein dans la métaphysique de la vie. C'est-à-dire qu'on est capable de se soigner soi-même, on est capable de résoudre tous les problèmes par soi-même, simplement parce qu'on comprend comment son corps fonctionne. On sait ce que c'est que ces cellules, on connaît la place des virus dans son corps. On ne confond pas les virus aux cellules comme si c'était des micro-organismes à part et les cellules d'autres micro-organismes à part. On sait qu'il n'y a pas deux sortes de micro-organismes. On sait tout de son corps, tant du point de vue anatomique, du point de vue physiologique, du point de vue biologique. Et ici, on va même jusqu'à traverser l'autre cap pour arriver à la biologie occulte. D'où la compréhension de ce que c'est que les glandes endocrines comme gardiens invisibles de notre corps. Et ce phénomène permet donc de savoir à tous les niveaux le côté occulte de chaque élément que la science classique ne peut pas expliquer. On peut arriver à se l'expliquer facilement. Donc, grâce à la métaphysique, on peut aller au-delà des simples connaissances livresques. Mais, professeur, tout à l'heure, vous aviez parlé, vous nous avez dit en métaphysique, le sexe serait un moyen d'élévation. Moi, je voudrais poser la question de savoir, élévation spirituelle, comment en se mettant en contact avec le sexe opposé, ou alors ça va se faire simplement, comme par exemple on fait avec les méditations, et puis élévation, c'est comment, seul ou en contact avec? Alors, on peut utiliser son sexe comme moyen de s'élever sans être en contact avec un autre sexe. Mais là, je ne vais pas pouvoir entrer en profondeur avec ce chapitre de la mystique du sexe, puisque essentiellement, nous sommes en train de parler de la rencontre de deux personnes, deux entités, et qui, chacun ayant un sexe qui attire l'autre, ou bien qui se met en phase avec le sexe de l'autre. Alors donc, dans ce registre, nous voyons le sexe comme une communion, comme une expression érotique, comme en même temps un mécanisme qui permet à ce que l'homme et la femme se mettent vraiment bien ensemble. Alors, pour que l'homme et la femme se mettent bien ensemble, c'est grâce au sexe. Parce qu'il y a certaines personnes, quand, parlons du sexe de côté animal, quand ils se mettent à se battre, ou bien il y a euphorie, ils se surchauffent, et qu'on réussit, l'un d'eux réussit à toucher les points sensibles du corps de l'autre, au point à l'amener à avoir envie de faire l'amour. Là, brusquement, on se retrouve dans une situation d'accalmie. Et tout juste après qu'on ait on se met... Après qu'on se soit mis à l'aise. Oui, qu'on se met ensemble, sexuellement, on oublie la querelle qu'on avait tout à l'heure. Il y a des couples comme ça. Bon, c'est-à-dire la querelle là est finie, on commence seulement à dire que toi tu déranges souvent. L'autre dit, ah, tu comprends que c'est comme ça que je suis. Tolérance absolue. Il n'y a plus rien. Alors, ici, ce n'est pas forcément le sexe à l'égard de l'élévation spirituelle du genre
à se diviniser, à devenir divin. Mais c'est quand même un élément essentiel qui met les deux personnes dans une phase d'équilibre et qui fait en sorte que leur union ne peut pas facilement se disloquer. Parce qu'il y a quelque chose qui sous-tend les vibrations de ces deux personnes et qui les mettent ensemble. Bon, maintenant, prenons le cadre de l'évolution spirituelle à travers le sexe. Et là, c'est la manière de faire l'amour. C'est-à-dire que c'est comme si deux personnes s'entendent, à quel moment l'une doit jouir et à quel autre moment l'autre doit éjaculer. Bon, cette entente, ce n'est pas comme une convention où on va signer les papiers, où on va faire quoi. Non. Mais c'est un état d'être qui s'exprime dans l'entente alors, hein, par affinité. Et c'est là qui peut amener à ce que on s'écoute, on cherche à se comprendre lorsqu'on est déjà interlacé, entrelacé, je veux dire. On est en train de vouloir se comprendre, se sentir, avoir toutes les sensations au même rythme. Et là, on peut dire que ce que nous voulons faire, essayons d'aller à 1 heure, ou essayons d'aller à 2 heures, ou essayons d'aller à 4 heures. Dans un rythme qui est de nature à aller dans les deux sens. Et là, sans que cela ne soit quelque chose qui gêne l'autre. Et là, on arrive à l'extase. Tous les deux, voilà, on arrive à l'extase comme cheminant vers un point culminant, où quand on arrive à ces points, l'extase se produit. Et là, cette extase n'est pas forcément l'éjaculation. Ça peut être l'éjaculation ou la jouissance, je ne sais pas quoi, mais c'est un point où on peut dire maintenant que bon, on est satisfait, ça va comme ça, alors qu'on n'a pas eu à lâcher prise. Voilà. D'accord. Donc, on va revenir avec les questions. On propose à nos téléspectateurs la deuxième chronique. On reste dans la mystique du sexe, sexe et santé. La mystique du sexe, suite. Le sexe et la santé. L'énigme du sexe se remarque sur la dépendance sexuelle qui inéluctablement concerne tout le monde. Longtemps, on a cru que seuls les hommes, parce que prédateurs dans ce domaine, étaient plus concernés, alors que c'est bien le contraire. C'est surtout les femmes qui, bien qu'introverties dans le domaine, fragilisées ou non par le côté matériel de la vie, demeurent de manière avérée la proie du sexe. Elles sont donc des créatures plus portées aux besoins sexuels, même si les statistiques restent fermées vis-à-vis de ce détail. Toutefois, ce phénomène est en constante progression. Ce qui explique ce renfermement, c'est le tabou du sexe qui suscite une grande honte chez les femmes. Au résultat, la gente féminine serait plus concernée par les maladies liées au manque d'expression sexuelle, à savoir les troubles psychotiques, schizophrénie ou troubles schizoaffectifs sur le thème des sexualités. Une incidence importante peut, chez les dames, se traduire par une prise de poids conséquente, alors que chez les messieurs, on note un dysfonctionnement érectile, un manque d'éjaculation ou de l'éjaculation précoce. Le danger en de telles situations arrive lorsque le sujet frappé par ce trouble est soumis à un traitement sur la base des médicaments neuroleptiques pour diminuer les symptômes dus à ce manque sexuel, déclarant le concerné malade.
Ces prescriptions sont souvent ordonnées sans tenir compte des regrettables effets secondaires qui, à eux seuls, peuvent provoquer des situations du genre schizophrénie, anxiété, etc. Considéré chez l'homme que chez la femme comme ayant une prétendue maladie neuroleptique. Pourtant, en de tels cas, la thérapie la plus indiquée serait d'amener la victime de passer à l'acte sexuel. La meilleure des manières est de prendre en compte la voie de la connaissance des mystères, celle qui empêche de perturber la santé d'une personne donnée, bien que connaissant la cause ou ne la connaissant pas. Il ne serait donc pas nécessaire d'appliquer une médication dangereuse aux malades de troubles mentaux liés au sexe, juste parce qu'on veut satisfaire le protocole hasardeux reçu au cours des années universitaires en faculté de médecine. On doit reconnaître qu'on n'a pas étudié le fait que le corps soit un aimant, ou que ses besoins en force vitale par l'activation des chakras sont à prendre en compte pour le guérir en de tels cas. Surtout, il faut éviter de culpabiliser inutilement le porteur de ce trouble parce que certains individus en sont malades à cause de la honte d'affronter le tabou du sexe. Nous y reviendrons pour de plus amples explications. Alors, sexe et santé, professeur, vous nous présentez dans cette chronique les maladies qui sont liées au sexe. Mais ces maladies-là, c'est dû à l'absence ou alors... à l'exagération. À l'exagération, voilà. Non, c'est à l'absence. Bon, je crois que quand on est à l'exagération, c'est que c'est son rythme là-bas. Parce que il y a des gens, ils peuvent faire l'amour chaque jour. Jusqu'à un certain âge, surtout les hommes. Mais même les femmes, il y a les femmes qui font l'amour toutes les nuits. Parce que les filles libres de la rue, là, elles vivaient du sexe. Et c'est chaque nuit qu'elle doit sortir. Parce qu'hier, peut-être même qu'elle n'a pas eu assez de clients. Qu'aujourd'hui, elle doit subvenir du moins à ses besoins. Et elle a dû prendre quelques crédits chez le boutiquier d'à côté, ou bien elle a fait ses cheveux moyennant elle a pris un crédit chez la coiffeuse. Oui, moyennant une négociation. Et puis, il faut qu'elle sorte cette nuit-là pour que demain, elle puisse... Et puis, il y en a qui font des tontines, c'est-à-dire qui ont des petites qui ont des petits épargnés au quartier où on donne de l'argent aujourd'hui à tel, demain c'est tel autre, ainsi de suite. Au bout d'une période, vous avez un peu d'argent et c'est grâce à son sexe qu'elle se retrouve aussi dans le monde physique en train de survenir à ses charges fixes. Alors ceci étant, son sexe devient donc un instrument professionnel. Son outil de travail. Où cela n'est qu'un outil de travail. Alors tant bien que mal, elle est dedans, elle est avec tous les jours. Je ne pense pas que ces femmes-là soient malades, soient tellement mal en point que... Bon, elles peuvent vieillir, mais on peut dire qu'elles ont mal vieilli, non. Elles vieillissent aussi comme toutes les autres femmes alcooliques, mais qui n'ont pas utilisé le sexe pour leur genre de vieillissement. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y a l'exagération, parce que même celle qui sort toutes les nuits pour aller travailler le travail du sexe ne fait pas autant de fois, autant d'hommes que l'autre. Si elle peut réussir à attraper un client, ça lui va comme ça, et puis elle fout le camp, elle va dormir. Bon, pendant que l'autre reste là pour 2, 3, 4, 5 clients. Bon, avant d'aller se coucher. Alors moi, je parle donc pas de l'exagération. Alors, mais je parlais de l'utilisation du sexe, si je reviens à ta question, parce que je la perds un peu, puisque... Parce que vous aviez énoncé dans la chronique que certaines maladies, voilà. Voilà. Alors c'est dû à quoi? L'absence
de sexe ou alors... Voilà. Alors, ça revient plutôt du côté de l'absence du sexe. Bon, parce que je parlais d'un phénomène biologique. Le fonctionnement biologique du corps voudrait que certaines sensations, certaines envies, ou bien certains mécanismes qui vont dans le sens de l'érection ou des envies sexuelles trouvent une satisfaction au bout. En fonction de la nature de l'individu, sa culture de base, la manière dont l'hérédité, parce que tout cela compte. Vous pouvez être d'une famille où les problèmes sexuels ont été toujours de ses arrière-grands-parents à ses parents. On a toujours eu des tares de ce côté-là. Ça pourrait être lesquels, professeur? Bon, les tares, c'est que on a l'insatisfaction sexuelle. C'est-à-dire que, bon, il y a des garçons, ils peuvent faire l'amour pendant toute la journée. Et la nuit, toute la journée, se balader, faire l'amour comme ça, la machin et tout, arrive à la maison, commence encore à déranger son épouse, comme si ça fait plus d'une semaine qu'il n'a pas vu le sexe. Alors, ça devient comme une maladie. Parce que l'excès de libido est comme une maladie. Et cette maladie-là n'est pas si grave que lorsqu'on peut arriver à supprimer le fait de satisfaire son exagération en envie sexuelle. Bon. Parce que c'est là où il y a des mécanismes sur le plan hormonal, sur les plans dont je parlais maintenant des glandes endocrines. Il y a l'hypophyse, il y a l'hypothalamus, il y a aussi la glande pituitaire. Tout cela, si ça se met en désordre, on peut devenir mélancolique, on peut faire comme si on a perdu la raison. Et le sexe sera un médicament? Le sexe sera un médicament parce que prenons par exemple une fille qui a besoin d'un garçon et qui, de par sa classe, parce que dans la société il y a les classes, bon, ses parents n'aimeraient pas qu'il aille au quartier, hein, au banlieue, c'est pas moi, où il y a la boue et tout, et puis la chambre est faite en planche. On est de l'extérieur, on va à l'intérieur. Bon, à peine, il n'y a même pas un ventilateur dedans. Et il y a les moustiques, il n'y a même pas de moustiquaires. Alors vous voyez quelqu'un qui vit dans un quartier huppé, le fils d'un gouverneur ou je ne sais pas quoi, la fille d'un gouverneur ou quoi, et qui se retrouve dans un quartier, je ne sais pas moi quoi. Populaire et populaire. Oui, et populaire avec la boue partout. On la cherche, on ne la voit pas. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on comprend que, quand on sait déjà que c'est ça le problème, on expatrie la fille. Alors, croyant que comme elle est expatriée, elle va oublier les garçons. Elle n'oublie pas les garçons, elle commence à délirer. Elle ne fait plus les cours, elle ne fait rien, elle veut retourner au Cameroun rencontrer son gars. Mais ça ne s'exprime pas comme pour dire je veux rencontrer mon gars. Non, parce que c'est que ça, c'est s'opposer à ses parents. Et là, cette opposition-là, il est tout petit pour pouvoir faire face à ça. Ça va devenir une maladie psychiatrique, puisque pour les modernes, l'hôpital a les médicaments à tout faire. On va l'envoyer chez le psychiatre qui va regarder de quel lobe du cerveau dépend ses envies. Lesquelles envies n'a même pas bien circonscrit parce qu'il n'a même pas eu le soin de mieux discuter avec la jeune fille et que la jeune fille ne peut pas tout lui dire. Pourquoi? Parce que craignant qu'il rapporte ça à ses parents, elle préfère rester dans sa peine. Alors finalement, on va la bombarder, les psychotropes, et puis elle va devenir légume. C'est pourquoi il faut reconnaître que, au-delà même des psychotropes qui vont lui rendre légume, je vais dire, il faut reconnaître que lorsque on n'arrive pas à satisfaire des besoins biologiques, il est impossible qu'on reste dans une situation équilibrée. On va de temps en temps
perdre le nord et de temps en temps redevenir normal, mais des fois, on peut se retrouver dans un stress qui ne dit pas son nom. Alors, mais, professeur, tout à l'heure, vous nous aviez dit qu'en métaphysique, l'élévation à travers le sexe pourrait se faire seule ou alors avec le contact de l'autre. Mais on a circonscrit en disant qu'on reste dans le cadre où il y a contact avec l'autre, notre vis-à-vis. Donc, est-ce que on pourrait, c'est-à-dire une jeune femme ou alors un homme, pourrait vivre sans toutefois être peut-être malade, je ne sais pas quoi, sans rapport sexuel? Oui. On peut ne pas avoir envie de faire l'amour jusqu'à l'âge adulte. Mais là, c'est une maladie. Il n'y a pas que maladie à trop faire l'amour, mais à ne pas avoir envie de faire l'amour du tout. Il y a un problème. C'est comme vous n'avez pas vos oreilles, dont le sens de lui n'existait pas chez vous. C'est comme vous n'avez pas le sens de l'odorat. C'est-à-dire vous ne sentez pas les odeurs. Donc il y a quelque chose qui vous manque. C'est comme vous manqueriez la salive. Parce que des sécrétions se passent. Prenons par exemple un homme. Pour qu'un homme bande, il faut que son système nerveux soit fonctionnel. Et que ça fonctionne très bien. Parce que lorsqu'il doit se mettre en érection, c'est à partir d'un enclenchement d'un certain nombre de mécanismes hormonaux qui vont provoquer à ce que le sang se remplisse au niveau de son pénis. Alors, c'est le fait que le sang est habité pendant un temps en pression et en grande quantité que l'érection se rend possible. C'est pour cette raison que lorsque vous faites l'hypertension, vous aviez une mauvaise érection, surtout lorsque vous prenez des médicaments de l'hypertension qui vont endommager davantage les artères. Et là, sur 100 médicaments de l'hypertension, près de 90% rend l'érection presque inexistante. Donc, ça entraîne les troubles d'érection. Maintenant, il faut qu'on fasse tout pour rester hygiéniquement en forme. C'est-à-dire que on a une hygiène de vie qui permet la meilleure circulation du sang et tout. Et puis là, on n'a pas un problème. Alors, professeur, moi, je voudrais je ne vais pas dire pour conclure, mais pour mettre un terme avec sexe et santé. Est-ce que, je vais dire, débauche sexuelle est égale à santé, ou alors sexualité organisée est égale à santé? Question difficile. Bon, parce que il y a des gens qui mangeaient, disons, un plat de riz, il se rassasie, il va manger demain seulement. Il y a une autre personne, il lui faut 3 plats de riz par jour. Matin, midi, soir, un plat le matin, un plat à midi, un plat le soir. L'autre, 2 plats à midi, il ne mange pas le soir. Ça lui va comme ça. Il attend demain pour manger encore. Alors maintenant, est-ce que la digestion sera la même en mangeant plusieurs plats de riz plusieurs fois par jour, ou ça sera comment? C'est là où se trouve le problème. Parce que je ne voudrais pas que le tabou qui est religieux du sexe, mais d'une religion à l'autre, parce que quand on prend le christianisme, le sexe est à proscrire parce que l'Occident ne veut pas la procréation. On ne veut pas que les gens, que la démographie sur le plan mondial atteint un niveau explosif. Alors, donc, dans ces cas, il faut décourager sexuellement les gens dans les églises. Mais pour prendre la tontine de l'église, il faut beaucoup de chrétiens. Bon,
Mais ces chrétiens-là doivent naître du sexe. Bon, pour un match de football, il faut beaucoup de personnes. Pour un concert de musique, il faut beaucoup de personnes. Pour les impôts, peut-être qu'il faut beaucoup d'industries, pas des individus. Donc l'État, par moment, se fout de la population. Mais, puisque même pour les élections, on peut décider que 20 millions d'habitants, même si c'est 2 millions qui sont allés aux élections, ça va. Donc, il faut comprendre, il y a des nuances sur ces histoires-là. Maintenant, est-ce que le sexe, c'est quelque chose de dangereux pour la santé? Je dirais non, au contraire. Le sexe vous donne un équilibre sur le plan physiologique, biologique et même sur le plan physique. Bon, est-ce que c'est trop faire le sexe? Est-ce que c'est donc trop faire le sexe qui va nous... Il n'y a pas trop faire. Il y a le rythme de chacun. Parce que trop faire, c'est par rapport à quelqu'un. Hein? C'est comme une personne qui peut se donner l'occasion de boire 2 litres, 4 litres d'eau par jour. Pendant qu'une autre personne, même un verre d'eau par jour, elle n'arrive pas à supporter. On lui donne même à boire de l'eau, un verre. Il commence à boire et après le reste, il laisse dans le verre. Pendant que l'autre est en train de boire de lui-même 1 litre d'eau du coup. Donc moi, je ne pense pas qu'il y a à prescrire un rythme à tout le monde en ce qui concerne l'utilisation du sexe. Je ne pense pas. Je pense que chacun a son rythme. Chacun ça va de soi. Il y a des gens qui n'ont même pas de sensations. Les filles frigides n'atteignent jamais l'orgasme, ne connaissent pas la jouissance. Elle fait l'amour seulement pour faire plaisir à quelqu'un qu'elle aime comme ça. Mais elle ne l'aime pas comme l'autre qui t'aime avec des ingrédients à l'appui. Voilà. D'accord, nous allons vous proposer la 3e chronique de ce soir, l'ignorance et la sexualité sacrée. On revient juste après pour la suite des questions. La mystique du sexe, 2e partie. L'ignorance et la sexualité sacrée. Au cours de notre existence, tout ce qui est essentiel pour la vie de tout un chacun, le sexe par exemple, peine à bénéficier d'une étude approfondie sans tabou. Il nous est donc pas facile de savoir assez de choses tant sur nous-mêmes, sur les autres, moins encore en ce qui concerne l'univers. À bien des égards, l'homme voulant dominer sur ses vis-à-vis, il s'est plongé lui-même dans une sorte de confusion entretenue par le labyrinthe de ses suppositions, par un manque de connaissances spirituelles et divines, houspillé en profondeur par sa grande ignorance de ce qui est dans l'ensemble indispensable pour mieux vivre. Suite à ces prismes de la bêtise consistant à servir ou à se servir à tout prix de ce semblable, il a fini par créer une hégémonie de prééminence impérialiste. Celle-ci de cesse l'a embourbé et en est devenu un prédateur, un félin par excellence à l'égard des autres. Ceci l'a facilité la mise en place d'un système, celui de la domination de l'homme par l'homme. Grâce aux travaux issus de résultats de l'étude du fonctionnement du cerveau dans sa nature primaire et secondaire, le dit système a finalement permis au mieux l'atteinte des objectifs impérialistes de prédation. Résultat, le fait de mieux contenir les autres ou d'être au-dessus d'eux a fait de ces hommes qui se sont organisés en de telles pensées de devenir des dignes prédateurs. Leurs expériences ne s'est pas arrêtées en si bon chemin. Dans tous les cas, ils ont parvenu à fonder des instruments de formatage de cerveau à travers toute la communauté humaine sous le label de la religion, l'école, la politique, etc. Dans la première partie de cette édition, étant donné que l'ignorance est la mère des péchés, s'agissant de la sexualité sacrée, nous nous sommes appesantis à déplorer le fait que les seigneurs de notre planète nous ont embourbés dans de faux concepts. Leurs ruses,
les faisant manquer de sagesse, cela a donné naissance à une science sans âme dont la base de la connaissance de celle-ci a trouvé le meilleur de ses piliers dans l'ignorance. De quoi constater qu'il est le phénomène d'un système scolaire d'usinage du chômage pour la majorité des apprenants. D'ailleurs, particulièrement les apprenants des universités. Alors, nous voici de retour sur votre plateau du Monde Inconnu. L'ignorance et la sexualité sacrée. Professeur, c'est quoi la sexualité sacrée? Alors, la sexualité sacrée, c'est un phénomène qui devrait être étudié. Donc, c'est pourquoi j'ai essayé d'apostropher le système scolaire qui devrait être étudié pour que le sexe cesse d'être tabou. Vous savez, plonger le doigt dans la bouche ne pose aucun problème, surtout lorsqu'on vient de manger une bonne sauce et que on a utilisé peut-être les mains, on a mangé le foufou, le couscous, et puis on se nettoie d'abord les doigts avec la langue. On fait un pré-lavage. Voilà. Bon. Alors là, ça ne pose aucun problème que de tremper son doigt dans le sexe, même au cours d'un bain. Les savants gynécologiques de la science du ciel, de la haute, des autres études, vont te dire que ce n'est pas permis. Alors, c'est comme s'il y a des parties du corps que le corps ne doit pas toucher. C'est comme s'il y a des parties du corps qu'on ne doit pas entretenir avec ses propres mains. Bon, c'est comme si, après avoir fait les toilettes, si vous prenez de l'eau, vous lavez votre anus, vous avez fait un sacrilège. Il faut absolument le papier hygiénique ou porter les gants. Alors, toutes ces choses-là font en sorte qu'il y a un mélange de concepts et des mélanges d'idées. Et là, le sexe est l'une des choses extrêmement apostrophées dans ce genre de mélange d'idées. Parce que prenons l'homme quand il ne s'habillait pas. Quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H. Grand H, tout à fait. C'est-à-dire que le genre humain, la femme comme l'homme, ne portait pas des habits. Il n'y avait pas d'érection à tout bout de champ. C'est-à-dire tu marchais en route, tu vois seulement comment, parce que les femmes passent, les hommes passent, les hommes sont en érection, puisque l'érection de l'homme, ça se prononce, ça se voit. Bon, le genre de la femme, on ne sait pas. Bon, c'était donc, à cette période, les hommes qui devaient être trop exposés. Mais pourquoi les hommes n'étaient pas en érection? Parce que la femme, dans sa nature, ne peut mettre l'homme en érection que si elle dégage un certain parfum de dessous de ses aisselles. En période de fécondité, jusqu'en période d'ovulation où ce parfum va atteindre une pesanteur très, très élevée. À cette époque, la femme n'utilisait pas de déodorant ou n'utilisait pas de parfums. La femme était en phase avec la nature. Et l'homme n'était pas un prédateur sexuel du genre qu'on a aujourd'hui, qu'avoir seulement un petit trou dans une robe entre l'entrée... les entrejambes? Non, les entre-seins. C'est-à-dire le petit trou là où il y a les seins. On met les yeux à ce trou-là jusqu'à... On veut sortir les seins avec les yeux, les déposer dehors et mieux les regarder. Alors, brusquement, l'homme se met en érection. Au point où il y a deux fois, tu ramasses une... Bon, ramasser, le mot ne tient pas à sa place, mais tu vas avec une fille comme ça, que tu as tout fait, flatter, faire tout. Vous l'amenez donc à la maison ou bien dans un coin. Dès qu'elle dévale le colis, on est complètement mal à l'aise que mais c'est ce que je voulais ou bien c'est pas ce que je voulais, parce que ce n'est plus le genre de seins arrondis dans les soutiens qu'on est en train de voir encore, c'est d'autres genres. Bon, l'envie
de passer à l'acte part complètement. Donc, il y a un problème. Il y a un problème que nous sommes dans un monde de la dépravation où le fait de s'habiller, le fait de faire certaines choses ont dénaturé complètement l'homme grand H de tous bords, que ce soit chez les garçons, que ce soit chez les filles. Aujourd'hui, nous ne vivons pas de notre sexualité comme c'est doit. On a rendu le sexe un outil de plaisir. Le sexe n'est plus sacré. Le sexe, c'est quelque chose de banal, quelque chose de monnayable, quelque chose, c'est-à-dire que la femme même est devenue une chose, c'est-à-dire on a chosifié la femme et de certaines femmes se sont fait chosifier. Parce que quand vous voyez une femme qui, après qu'elle ait eu assez coiffé, elle accroche une fleur et puis elle met quelque chose à l'oreille, bon, tu te demandes si c'est un bijou ou bien un être humain. Tu as l'impression que c'est les mannequins qui sont dans les boutiques, des genres d'instruments qu'on habille pour vendre les habits. Parce que à un moment donné, mais on se pose la question si la personne est restée un être humain, ou bien c'est peint, ou c'est comment. Et aujourd'hui, comme si cela ne suffisait pas, les cils, les sous-cils sont complètement modifiés. Les ongles sont les ongles sataniques, comme si c'était les serres des oiseaux carnivores. Alors, finalement, nous vivons dans un monde où le sexe n'est plus sacré. Parce que le sexe sacré, c'est quelque chose qu'on accorde d'importance et c'est quelque chose qu'on sait que c'est grâce à ça qu'on peut avoir une élévation spirituelle. Alors que le sexe est, les gens, les religieux, eux, ils sont contre le sexe. Comme si c'est quelque chose de satanique. Mais professeur, puisqu'on parle donc du fait que le sexe ne soit plus sacré, comment est-ce qu'on caractérise, ou alors quelles sont les caractéristiques de la sexualité sacrée? Parce que quand on parle de sexualité sacrée, je me dis que ce n'est pas seulement le sexe, mais c'est le sexe et tous les comportements qui vont avec. Ok, tu veux atteindre ton objectif. C'est de mieux expliquer la chose. Le sexe sacré, c'est le sexe qui sert à l'homme à s'élever. Pas forcément pour procréer. Il y a une période de la procréation. C'est-à-dire que vous pouvez décider de faire 10 enfants, voire 18, comme ce fut par le passé. Alors, et décider que bon, maintenant on ne fait plus les enfants. Est-ce qu'on reste alors comme ça? On ne fait plus l'amour. Parce que prenons un couple qui fait l'amour une fois, dès que la grossesse entre. Une fois en période de fécondité ou d'ovulation. Dès que la grossesse entre, chacun dort dans son coin, chacun est dans sa chambre et fait ses méditations ou ses prières. Bon, parce qu'on est là pour procréer. Maintenant, quand la phase de la procréation va finir, est-ce que ça sera fini? Donc moi, je pense que le sexe a un autre aspect. C'est que deux personnes se rencontrent. On parlait d'âmes-sœurs. Dans leur rencontre, il s'est passé un mécanisme. Ce mécanisme, c'était un déclic. Ce déclic, c'était un phénomène pas hasardeux. Bon, parce que, prends par exemple une fille qui a son frère et qui n'aime pas son frère et son frère ne l'aime pas. Tout le temps sont en train de se quereller. Le père et la mère, ça les dépasse. Finalement, la vie les sépare. Chacun part dans son coin. Cependant, la même fille aime un homme qui n'est pas de sa famille, qui n'est pas son frère, qui n'est rien d'elle. Au point à mourir, à vouloir mourir pour ces derniers. Alors donc, il y a un déclic, il y a quelque chose. C'est quelque chose est en rapport avec plusieurs phénomènes. Il y a d'abord un phénomène de vie successive. Là, je parlais de
des incarnations, la réincarnation. Il y a un phénomène que si vous aviez une bonne affinité avec une femme, comme le sexe n'a pas, c'est-à-dire l'âme n'a pas de sexe, je vais dire. C'est la carcasse, selon la mission de l'âme, qui porte le sexe. Je m'explique encore. C'est-à-dire, vous êtes une femme, cette incarnation, au cours de cette incarnation, la future incarnation, vous pouvez être un homme. Vous ne serez qu'une femme ou un homme, selon la mission à accomplir. Et dans les missions des êtres que nous sommes, il y a l'aspect social, dans l'environnement dans lequel tu nais, et il y a un aspect au-delà de cet environnement qui est la collectivité, bon, la communauté ou quoi. Alors, dans ta mission, si tu nais une fille, si tu es en phase avec le monsieur avec qui tu es maintenant, que c'est ton mari, ça peut être qu'au cours d'une vie, vous aviez été ensemble, vous avez fait des affaires ensemble, tout s'est bien passé, et cette vie, vous vous rencontrez pour cheminer ensemble parce que vos missions, vos deux missions, ne s'étaient pas accomplies. Toutefois, il fallait que vous soyez ensemble dans une vie future pour pouvoir les accomplir. Alors, à partir de là, c'est le sexe qui vous lie et qui vous fait accomplir la mission. C'est pourquoi on dit souvent, derrière un grand homme se cache une grande femme. Ça peut aussi être l'inverse, que monsieur n'est pas ministre ou n'est pas président de la République, c'est madame qui est président de la République, ou c'est madame qui est princesse, et monsieur n'est que là. Et tout ce qui relève des prérogatives ou bien des attributions, ou c'est pas moi, tout ce qui relève de ce que porte la vie de son vis-à-vis, est soutenu par celui ou celle qui est sous l'autre. Alors, vos vies antérieures vont donc pousser en sorte que vous vous retrouviez en train de vous entendre pour faire certaines choses ensemble. D'où l'affinité, une bonne affinité. Mais vous pouvez aussi vous retrouver dans une situation où quelqu'un était votre frère au cours d'une vie antérieure. Vous étiez deux de votre maman et votre père n'avait qu'une femme et il décède, la maman décède. L'aîné s'accapare de tous les biens de la famille, les dilapide, vend les immeubles et les meubles et s'expatrie, vous laissant dans la merde. Tous les deux, vous êtes garçons. Alors, la vie future, tu nais fille, toi qui avais été maltraité. Ou alors, oui, tu nais fille, ou l'autre, l'inverse. Mais tu nais fille. L'autre est un garçon. Et la manière dont la personne devient bête de vous fait en sorte que toutes les richesses que vous lui trouvez avec, vous le contraignez à les vendre et à vous donner de l'argent. Vous voulez de cet argent pour voyager. Bêtement, il va tout vendre. Les voitures, les immeubles et tout vous donner. Vous voyagez. Sans qu'il ne vous demande que vous allez où. C'est déjà des situations que vous n'avez même pas fait l'amour pendant un mois, que vous avez déjà ruiné la personne d'autrui et vous êtes dans la nature. Cette personne n'a que ses larmes à verser et là, la personne paie de ce qu'elle a fait à toi lors de la vie antérieure. Donc il y a plusieurs choses. Quand on parle donc du sexe du point de vue sacré, c'est chercher à comprendre pourquoi on a un sexe, qu'est-ce qu'on en fait avec, pourquoi on est avec l'autre,
Ça dit tellement de questions, parce que moi, je me dis toujours qu'on a des questions à se poser. Quelle est notre mission sur la Terre? Pourquoi nous sommes là? D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Où allons-nous après? Et à ces questions, le quotidien doit être pris en compte. Donc, chaque chose qu'on fait, on doit se poser la question, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois boire la bière? Est-ce que je dois boire le vin? Est-ce que je dois boire les sucrés? À quoi ça me sert? Est-ce que je dois manger ceci? Je dois manger cela? Tout cela doit être pris en compte au quotidien. C'est-à-dire, le questionnement sur tout cela doit être pris en compte au quotidien. D'accord, on va proposer très rapidement à nos téléspectateurs la 4e chronique et rassurez-vous, on revient avec peu de questions. La sexualité sacrée est l'ennemi du tabou. Le tabou entretient une peur permanente qui fait que tout ce qui est sacré doit tomber dans l'oubli parce que il est question de ne pas en parler. Le mal est que on va obliger tout le monde d'avoir peur d'en parler et même d'en pratiquer. Une hégémonie sera mise en place sous le fond de la normalisation de la pensée avec pour outil spécifique religion, école. En analysant l'effet d'une telle hégémonie, on constate que la culture occidentale est fondée sur l'illusion, puisqu'elle est spécifiquement matérialiste. Chez les Occidentaux, Dieu a son opposant, le diable ou Satan. C'est sans doute ce qui leur fait vivre la peur dans le ventre. Ils vont tout faire pour avoir des armes en vue de garantir leur avenir ou de sécuriser leurs acquis. C'est cela, être sûr de gagner un combat. D'ailleurs, il ne cesse de dire que la vie est un combat. La connaissance spirituelle pour du vrai est inconnue dans ces milieux. Chez eux, pour parvenir à une vie équilibrée, il faut mener un combat. Leur spiritualité n'est qu'un acte qui tient à combattre le diable. À l'école, parlant du bien-être, pas question d'enseigner la santé, mais plus essentiellement la médecine en vue de combattre les microbes ou les maladies. Pour ce qui est de la spiritualité à proprement parlant, c'est petit à petit que l'Occident commence à y entrer, à chercher à comprendre ce qu'il en est. C'est grâce à l'arrivée des pratiques spirituelles orientales que les bornes ont bougé. Autrement dit, c'est depuis la deuxième moitié du XXe siècle qu'on a pu découvrir non seulement la méditation et le yoga, mais aussi ce point de vue inattendu sur la sexualité, à l'occurrence la sexualité sacrée. Une pratique sexuelle qui prend du goût dans les sensations métaphysiques et statiques, et physiques également, parce qu'ici, la sexualité participe à la transformation intérieure, capable de mener les intéressés à l'éveil de l'être intérieur, en provoquant ainsi une sorte d'état transcendantal permanent au bénéfice du développement des facultés cosmiques internes, restées jusque-là à l'état latent. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Professeur, avant de passer à la chronique sur la sexualité sacrée, l'ennemi du tabou, vous aviez fait allusion aux prédateurs sexuels. Et vous nous aviez fait comprendre qu'aujourd'hui, c'était, en fait, on avait plus de prédateurs sexuels que de personnes vivant leur sexualité comme cela devrait se faire. Alors, quelle serait donc la cause? Est-ce que c'est parce qu'on ne vit pas, on n'a pas de sexualité sacrée ou alors... Les prédateurs sexuels, en fait, c'est même plus les hommes. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas de prédatrice. Ouais, les hommes. Non, la femme, sa sexualité est discrète. Bon, l'homme va jusqu'à violer sa partenaire. Donc, le prédateur sexuel, en fait, c'est l'homme. Là, on trouve toute catégorie de personnes. Selon que la femme est vieille et que l'homme est jeune, ça devient un bon gigolo. Avec notre monde d'aujourd'hui, parce que quand on parlait de la dépravation, ça ne s'arrête pas que chez les hommes, mais chez les femmes, hein, ça va dans tous les sens. Alors donc, moi j'entends par prédateur sexuel une personne qui utilise toutes les méthodes pour atteindre son objectif sexuel.
de l'argent, du moins un fémania sexuel et tout, ça, tout ce qui peut aller dans le sens à s'ouvrir sa sexualité. Et là, on trouve ça beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes. Voilà. Mais professeur, actuellement, dans la société dans laquelle nous vivons, on se rend compte que le sexe, comme vous l'avez dit vous-même, est devenu plus un objet. Donc, il est carrément désacralisé. On ne parle plus, non, c'est plus quelque chose de sacré. Alors, est-ce que la sexualité sacrée, parce que je vous ai posé cette question tout à l'heure, sexe, trop de sexe, santé ou pas trop de sexe, est-ce que la sexualité sacrée, avec surtout le concept d'âme sœur que vous nous aviez expliqué tout à l'heure, voudrait dire qu'il faut être dans la débauche, ou alors il faut peut-être s'abstenir afin de trouver d'abord son âme sœur et puis s'y lancer? Bon, alors on ne peut pas trouver son âme sœur au cours d'une vie. Parce que le mot âme sœur, c'est un jargon, disons de la rue. Parce que l'âme sœur, lorsque vous trouvez votre âme sœur, vous intégrez la source. C'est-à-dire vous atteignez, vous êtes en fin de parcours. Donc vous portez le corps de la gloire. Toutes les deux, vous vous unissez pour devenir un. Et là, vous intégrez la source. La source, c'est le divin, c'est pas la divinité. Et là, on n'est plus dans le parcours des vies successives. Vous pouvez donc attendre à ce que vous évoluez spirituellement, votre âme sœur aussi évolue spirituellement dans d'autres horizons, et pour qu'un jour vous vous croisez. Et là, c'est un autre aspect des choses. Bon, peut-être qu'il va falloir faire toute une édition de ce qu'on peut entendre par âme sœur pour mieux comprendre cela. Là, on va voir que l'homme avec grand H n'est pas d'un sexe féminin ou d'un sexe masculin, mais c'est parce que nous cherchons notre double que nous allons vers l'autre. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'un homme est homme un, c'est-à-dire, comment on dit ça en bon français, homme-femme. Du coup, donc on n'a pas besoin de dire que c'est du sexe féminin ou du sexe masculin. Mais l'éclatement de l'homme, H, grand H, a donné deux entités différentes qui se cherchaient pour s'unir. Afin de redonner le grand H qu'il faut. Et ça, c'est ça qui fait, on passe par tous les subterfuges, par tous les contours, par tout ce qui est comme hommes et femmes aujourd'hui, pour aboutir un jour à ce que serait une retrouvaille de son âme sœur. Là, ça c'est un parcours très long sur le plan divin. Alors maintenant, pour ce qui est de la sexualité sacrée, là, commençons d'abord à être sacrés avec celle ou celui avec qui nous sommes. Comment, professeur? Mais en faisant quoi? En nous mariant de la femme qu'il faut qu'on se marie ou de l'homme qu'il faut qu'on se marie. Parce que, prenons par exemple dans le cas de la polygamie. La polygamie, ce n'est pas le mariage. C'est une congrégation. Une association. Oui, c'est, comment on peut dire? Ouais, une association des amis, des vies antérieures, hein, et qui se retrouvent au cours de cette vie avec un seul foyer, entre guillemets, où l'homme est à la tête. Donc, une association. Alors, là c'est pas le mariage, parce que le mariage ne ressemble en rien par rapport à ça. Et on doit faire avec, parce que c'est l'incarnation, c'est-à-dire c'est la mission de ta vie qui fait en sorte que tu sois à cette position. Parce qu'il ne faut pas toujours culpabiliser les êtres humains sans comprendre ce qui se passe. Les femmes qui sont en polygamie ne sont pas bêtes par rapport à celles qui refusent la polygamie. Non. Il y a des gens qui sont nés pour la polygamie.
et des femmes aussi. Et il y en a qui sont nés pour autre chose que la polygamie. Soit elle ne se mariera jamais, soit elle sera avec un homme. Voilà. Donc, quand on parle de mariage, ce n'est pas la polygamie. La polygamie, non. C'est une congrégation des êtres humains qui se rassemblent autour du mot foyer, c'est tout. Voilà. D'accord. Alors, professeur, moi, pas pour conclure l'émission, mais pour conclure avec les différentes chroniques que nous avions eues, et si on me posait la question de savoir comment est-ce que je peux vivre ma sexualité sacrée, que vais-je donner comme réponse? Or, tu vas dire que je chercherai mon double, d'abord. Et si tu n'as pas ton double, tu chercheras ta place dans une association. Et pendant que je cherche mon double, je fais comment? Je m'abstiens? Non, tu as un comportement qui voudrait que cela te soit révélé. Parce qu'il y a un problème, c'est que, vous voyez les gens, quelqu'un vient dans mon bureau et me dit, bon, monsieur le professeur, vous avez parlé de porte-monnaie spirituelle. Vraiment, moi, je suis venu vous voir pour ça. Moi, toutes mes affaires sont en berne. Rien ne marche. Et moi, j'avais atteint un niveau où je brassais les 10 millions comme ça par mois et tout. Actuellement, je suis incapable de tenir 100 000 francs par mois. Bon, vous me dites que je vais avoir un porte-monnaie spirituel et ça va faire comment? Bon, je lui dis, vous voulez quel genre de porte-monnaie? Que vous ayez un porte-monnaie qui vous donne de l'argent directement. C'est ça, il me dit oui. C'est ce que moi j'ai besoin. Donc, le porte-monnaie magique qui produit, qui crache de l'argent. Oh, il me dit, mais c'est ça. Bon. Alors, vous voyez, moi, je lui dis, bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait dans la magie noire. Je sais que moi-même, je résous mes problèmes, mes charges fixes et tout. Quelqu'un d'autre peut dire que par hasard, mais grâce à mon porte-monnaie spirituel, qui à travers ça, un ami peut m'aider. À travers ça, un malade peut venir. Ça dit que tout ce qui est logique me permet de payer mes charges fixes. Tout ce qui est logique me permet d'avoir le carburant dans la voiture. Ou de dépanner la voiture. Tout ce qui est logique. Que des fois, quand on me dit qu'il y a une panne, moi j'imagine que cette panne, ça sera 50 000. Quelqu'un vient me dire non, donne 5 000 francs que j'ai. Je donne directement. Alors, donc, c'est un peu compliqué que moi je me mette dans une histoire qui quelque part ne va pas aller loin. Parce que l'argent, c'est quelque chose d'éphémère. Alors, tu expliques donc à quelqu'un cela, ça ne marche pas. Dans ton cas, j'ai toujours expliqué, à titre d'exemple, parce que tu as dit s'il fallait prendre un cas, par exemple. Alors, moi j'ai toujours dit ici que tout ce dont nous avons besoin est à portée de la main. Mais sauf que notre manière de nous conduire, nous tous pas, parce que quand je montre un doigt à quelqu'un, 3 doigts me regardent. Notre manière de nous conduire, c'est ça qui nous empêche d'évoluer sur tous les plans. Il n'y a rien qui est... C'est-à-dire, quand on dit besoin, ce n'est pas le désir. Nous avons essayé d'expliquer ça ici. Que le désir n'est pas le besoin. Le besoin, c'est quelque chose de primaire. Alors, tout ce dont nous avons besoin est à notre portée. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si tu as besoin de te marier, la seule chose, c'est que tu intériorises cela. Chaque soir, quand tu dors, tu rêves que le mariage qu'il te faut, parce que tu veux un mariage qu'il te faut. Le mariage qu'il te faut n'est pas un mariage où tu dessines l'homme qui a l'argent, qui a les immeubles, qui a les voitures, qui est bien. Tu dessines l'homme qui ne te veut que toi seul. Non. Tu dessines rien. Tu as besoin que tu sois heureuse. Et être heureux n'est pas un désir. Être heureux, c'est un besoin d'atteindre. C'est comme tu as grandi, tu atteins une certaine taille.
tu as atteint une certaine maturité. Tu as besoin donc que tu entretiennes tout cela. Cela doit aller en fonction de soi. Si par exemple, tu dois manger un plat de nourriture par jour, tu te forces à manger 3 plats de nourriture par jour, tu vas devenir disproportionné. Et là maintenant, à un moment donné, tu ne pourras plus entretenir ton corps, pour finir, tu tombes malade. Donc, j'essaie d'expliquer l'inexplicable, j'essaie de dire ceci. Tout ce dont nous avons besoin, nous aurons ça. Si tu as besoin d'une maison, ne dis pas il me faut un duplex. Si tu as besoin d'un mariage, ne dis pas il me faut être polygame ou monogame. Laisse-toi aller dans un mariage et tu verras ta place dans ce mariage sera bonne. Parce que ce n'est pas en monogamie qu'on a un bon mariage. Bon, et ce n'est pas en polygamie qu'on a un bon mariage aussi, parce qu'il y a d'autres femmes qui aimeraient bien être en polygamie, ça la rend libre. Au moment où on est avec une X femme là-bas, et sa co-épouse, elle aussi, elle est avec sa... Avec le co-époux. Oui, le co-époux, le meilleur petit. Bon, donc tu vois, il y a toujours quelque chose que, en voulant tricher, on n'est plus heureux. On est heureux lorsque on dit, bon, ce que la nature a prévu pour moi, ça me va. Tu es de petite taille, 1,50 m, tu dis, c'est ce que la nature m'a donné. On t'insulte coup type, ça ne te dit rien. Mais si on t'insulte coup type, tu te mets sur les talons des femmes, de façon à ce qu'on fasse des chaussures propres à toi. Bon, comme le faisait un certain président de la République, je ne sais pas moi d'où. Alors, parce que tu dois ajouter quelques centimètres, comme si cela était nécessaire pour ton bien-être. Alors tu crées un autre genre de bien-être, parce que ton bien-être est ailleurs. Donc, nous devons rester dans le registre de ce que la nature nous donne comme grâce. Mais si nous voulons des choses de nos désirs, il est probable que même la sacralisation du sexe n'est plus possible, même en étant pieuse, c'est-à-dire en disant, moi, mon sexe n'est pas une poubelle, je ne peux pas aller avec n'importe qui, sauf une personne qui me marie. Et tu restes 10 ans, personne ne te marie. Et tu ne fais pas l'amour. Et tu restes comme ça. Et c'est bien. Tu auras un sexe sacré, quand même, parce que quelque part, ta part n'est pas une poubelle. Voilà. Donc, je crois que nos téléspectateurs ont compris. Nous sommes, pour les chroniques, c'est terminé. Je pense que vous l'avez bien compris. Le sexe ne serait pas un objet ou alors un outil de travail, mais le sexe serait quelque chose de sacré et nous vous promettons que dans les prochains jours, professeur, nous allons mettre un accent là-dessus. Nous revenons très vite avec les messages des téléspectateurs, si la technique nous le permet, au SOS téléspectateurs. Bonsoir, le sexe de... Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais passons. De nos jours, c'est un jeu à l'heure actuelle, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Le message n'est pas signé. Moi, c'est Nguépi. Quels sont les risques du sexe, professeur? Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, le sexe c'est devenu un jouet. Les risques, c'est ça? Oui. Le risque, c'est du point de vue médical, on peut attraper des maladies. Bon, mais il a été prouvé que plus on vend les préservatifs, plus le taux de prévalence en maladie sexuellement transmissible est élevé. Donc, il faut plutôt une éducation dans ce domaine qui se fait à part. Voilà. Donc, moi, je pense que du point de vue métaphysique, tout ce que nous faisons est normal. C'est-à-dire, si nous tombons malades du sexe, c'est que nous payons de notre karma. Si nous avons des problèmes,
ou des solutions à partir de notre sexe, parce qu'il est prouvé qu'en faisant l'amour avec certaines femmes, on trouve du travail alors qu'on est en chômage. Et inversement, vous pouvez aussi perdre votre poste de travail. Comme ça, là, un week-end, vous faites le week-end avec une X demoiselle, ayant même votre femme, mais vous permettez quand même d'aller en week-end avec une demoiselle. De retour, vous faites un accident, vous mourrez. Bon, ou bien vous vous retrouvez avec un bras, hein, et vous ne pouvez plus travailler. Hein. Résultat, vous avez perdu à cause de cette femme. Et l'accident ne s'est pas produit parce que c'est l'accident. Non, c'est parce que vous avez été avec cette femme-là. Hein, parce que c'est pas une coïncidence, c'est quelque chose de vrai. Et que vous ne devriez pas être avec elle. Donc il y a des inconvénients sur le plan métaphysique qui sont en même temps à déplorer. Voilà. D'accord. Alors Bernard nous écrit, il a 30 ans et toutes ses copines, les grossesses de toutes ses copines qu'il a eues jusqu'ici n'atteignent jamais 3 mois. Il voudrait bien savoir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il faut voir si l'hormonation se fait bien. Parce qu'il y a des femmes, il faut élever le taux d'hormones pour que sa grossesse reste jusqu'à terme. Bon, il y a beaucoup de facteurs. Je crois qu'il faut étudier ces facteurs de fond en comble. Il y a des facteurs psychiques, des facteurs physiques. Les facteurs physiques, le médecin peut lui expliquer ça. Les facteurs psychiques, il faut les étudier à part. Parce que ça peut se passer qu'il faut passer par la voyance pour comprendre s'il n'y a pas une main noire qui est à l'origine. Voilà. D'accord. Bonsoir le panel. Quelle est la mystique qui se cache dans l'acte homosexuel? Alors l'acte homosexuel a 2 choses. Il y a l'homosexuel naïf et il y a l'homosexuel occulte qui n'est pas naïf. La naïveté de l'homosexuel, c'est lorsque dès l'enfance, soit 2 frères, 2 cousins, étant dans la même maison, commencent à s'enculer, à se sodomiser entre eux. Tous les 2 ayant presque le même âge. Bon, peut-être sans que ça soit que l'un force l'autre. Parce que chacun passe à tour de rôle sur l'autre. Bon, là, c'est un aspect naïf, même si ça a ses inconvénients. Mais il y a l'homosexualité qui est politique, qui est économique. Alors, cette homosexualité qui est politique, c'est des phénomènes qui existent depuis le Code noir, c'est-à-dire depuis l'esclavage, depuis la période de l'esclavage. Ces phénomènes sont entrés en Afrique avec l'esclavage, c'est allé avec la colonisation. Et aujourd'hui, en période de néocolonisation, pour ce qui est des Africains, ces phénomènes continuent. Donc, on ne peut pas ne pas comprendre que le sexe en homosexualité, c'est quelque chose de dangereux pour... Du moins, c'est un outil des prédateurs économiques et politiques. D'accord. Professeur, la toute dernière question. Alors, bonsoir, je me masturbe depuis 5 ans et toutes les femmes me repoussent. Que faire pour arrêter ça? Alors, comme les femmes te repoussent, c'est très difficile. Si au moins les femmes ne le repoussaient pas, ça devrait être facile. On allait dire que mets-toi avec une femme. Bon, maintenant, il faut que nous étudions le phénomène de la masturbation. On a promis ça. Qu'on va en faire une édition sur la masturbation. Je crois que là, on aura tous les outils pour pouvoir répondre. Parce que je ne vais pas être sensationnaliste sur certains aspects sérieux comme le cas de la masturbation. Voilà. D'accord. Alors, un dernier mot pour conclure. Le dernier mot, nous pensons que nous allons parler de l'orgasme et tout cela dans le cadre de la mystique de la sexualité pour clôturer la mystique de la sexualité. Les prochaines éditions, on va voir le fond de ces choses-là. D'accord. Alors, moi, tout ce que moi je vais vous demander, c'est de rester scotché parce qu'apparemment,
le meilleur reste à venir. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 22h30 sur votre chaîne Canal 2. Bonsoir.